Здравствуйте, у микрофона Наталья Тарасова, рада приветствовать вас. И сегодня у нас в гостях Эдвин Закаи, профессор из Бельгии. Приехал в Ростов Эдвин Закаи для того, чтобы прочитать лекции в Южном федеральном университете. Эти лекции будут об экологии. Собственно, Эдвин Закаи расскажет нам все сам, наверное. Bonjour. Bonjour. О месте климатических изменений в поиске экономики устойчивого развития. И вторая лекция – это климатические изменения и препятствия на пути их преодоления. Вот для обывателя, может быть, не совсем понятно, что такое устойчивое развитие. Le développement durable, c'est justement des principes pour modifier la société, pour avoir un développement économique et social qui tient compte de l'environnement. На какой стадии вы, европейцы, сейчас вот в этом развитии устойчивом? On a permis de diminuer des pollutions qui sont directement sensibles, comme la pollution de l'air ou la pollution de l'eau ou la gestion des déchets. Il y a un niveau de consommation qui est très élevé, donc on consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de matière, et cela a un effet sur le changement climatique et sur des problèmes écologiques dans le monde. Как давно Европа заинтересовалась этим вопросом? Les premières législations ont commencé dans les années 70 pour l'environnement proche, donc l'air, l'eau, les déchets. Pour le climat, c'est plus depuis peut-être 10 ans. А как активно государство принимает участие в решении вопросов экологических? L'entité européenne, l'Union européenne, a eu beaucoup d'importance parce que il y a des pays qui étaient plus en avance, comme l'Allemagne ou la Scandinavie, qui ont influencé l'Europe, et l'Europe a imposé des législations à tous les pays, la France, l'Espagne, la Grèce, qui étaient en retard. А как вы думаете, что ваши лекции дадут слушателям? Ça permet de mieux comprendre les problèmes, surtout le problème climatique qui est encore pas tout à fait bien connu. Et ça permet de poser des questions et de sensibiliser, d'avoir de l'information. Вы говорите о том, что, возможно, есть способы сдерживания изменения климата. Насколько это реально остановить эти изменения климатические? Pour le moment, on l'influence, mais de façon négative, c'est-à-dire que les émissions donc polluantes de l'énergie augmentent toujours, donc il y a une influence. Alors l'influence positive serait de trouver d'autres formes d'énergie ou de faire une gestion de l'énergie qui permette de diminuer. Donc c'est possible, mais c'est difficile. Какие возможности вы находите у себя, да? То есть чем вы замещаете основные ресурсы? Eh bien, on peut diminuer la consommation d'énergie par ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Isoler les bâtiments, par exemple, pour consommer moins d'énergie dans le chauffage, par exemple. Alors, on continue à développer des énergies qu'on appelle les énergies renouvelables, c'est-à-dire pour la Russie, ça peut être... il y a du soleil ici dans la région, là, c'est possible. Ou alors ce qu'on appelle la biomasse, c'est-à-dire le bois avec des énergies plus naturelles. À ce moment-là, on diminue les émissions. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire que comme de toute façon une partie du changement se fait, il faut s'adapter. Et donc, des villes en Russie comme Saint-Pétersbourg et Moscou ont des plans pour l'adaptation par rapport au changement de la pluie et des choses comme ça. Что еще может сделать город для того, чтобы адаптироваться к изменениям? Eh bien, par exemple, pour Saint-Pétersbourg, il y a des problèmes d'inondation qui sont déjà anciens, mais qui sont modifiés par les pluies. Alors, ils peuvent mettre des barrages, ils peuvent changer l'évacuation de l'eau pour que l'eau s'évacue plus vite. Alors, ça, c'est par exemple des choses. Un autre exemple, en France, il y a eu en 2003 une canicule. Il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes à cause de la canicule. Alors, on a pu informer
mieux maintenant les personnes âgées, parce que c'était souvent des personnes âgées qui étaient isolées. Et maintenant, il y a eu d'autres canicules et il y a eu beaucoup moins de morts parce qu'on s'est mieux occupé des personnes âgées. Ça, c'est un exemple. Mais il y a beaucoup d'exemples dans le monde qui sont développés sur l'adaptation. По поводу Ростова, вот вы приехали. Какие проблемы экологии вы увидели именно в нашем городе? Насколько Ростов приспосабливается к изменениям климата? La partie sud de la Russie pourrait subir plus de sécheresse. Avec les années, il faudra peut-être, il faudra modifier l'agriculture. Что вы имеете в виду? То есть что должно быть изменено? Mais quand je suis venu avec l'avion, moi je suis venu de Moscou. Et j'ai vu l'agriculture, j'ai vu des champs, il y a beaucoup de champs. Donc quand la température augmente et que la pluviosité, les pluies se modifient, à ce moment-là, les agriculteurs doivent parfois semer des autres plantes. Ils doivent adapter les plantes parce que simplement le climat change. Donc il y a quand même... de l'agriculture, je suppose que c'est au nord de Rostov, en tout cas moi je l'ai vu en arrivant ici. Et les problèmes de sécheresse, peut-être pas dans la région vraiment de Rostov, mais à différents endroits en Russie, provoquent plus d'incendies de forêt. Et pas seulement en Russie, par exemple maintenant en Californie, il y a eu beaucoup d'incendies, donc il y a des zones du monde où on voit qu'avec le changement climatique, la sécheresse va provoquer plus d'incendies de forêt. Et là, la Russie est concernée. Donc ça demande de gérer aussi la forêt autrement. Il y a une variabilité naturelle du climat qui existe sur la Terre. Mais depuis la révolution industrielle au 19e siècle, on a envoyé beaucoup de carbone dans l'atmosphère. Et on peut vraiment voir que cette quantité de carbone est tout à fait anormale et qu'elle influence maintenant le climat, en plus de la variabilité naturelle. Et alors, on constate maintenant, surtout depuis le 1950 environ, on constate vraiment une augmentation de la température qui est tout à fait anormale et qui ne peut être expliquée que de cette façon-là. En Russie, par exemple, et dans d'autres pays, on a modifié la nature. On a moins de forêts un peu, plus d'agriculture. Alors, ça influence aussi un peu le climat, mais ça, ce n'est que mineur par rapport à la grande cause qui est ce gaz, pétrole, charbon qui envoie ce carbone dans l'atmosphère. Ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. Il y a plusieurs réponses. D'abord, le charbon, c'est vraiment le plus mauvais. Pour 1000 calories faites par le charbon, vous avez 2 fois plus de gaz mauvais, de gaz polluants, que pour 1000 calories produites par le gaz. Donc le gaz est meilleur que le charbon. Donc ça, c'est bien pour la Russie, parce que la Russie a beaucoup de gaz. Une deuxième chose, c'est que vous avez des pays qui n'ont pas encore utilisé ça. Par exemple, en Afrique, ou en Inde, ou dans des pays pauvres, ils doivent faire l'électrification, d'accord ? Et l'électrification, aujourd'hui, est moins chère avec le solaire qu'avec le charbon. C'est moins cher. Donc, on peut utiliser ces nouvelles technologies pour développer les pays les plus pauvres. Et dans les pays plus anciens, comme nous, comme en Europe, on arrive à diminuer avec l'efficacité énergétique et aussi les énergies renouvelables qui augmentent. Ça se fait, mais c'est long, ça va prendre 20-30 ans parce que c'est un changement très profond, c'est pas juste un changement comme ça. Les investissements maintenant doivent se faire plus sur les énergies renouvelables. La Chine, par exemple, est devenue en quelques années le premier producteur d'énergie solaire et d'énergie éolienne, parce qu'ils savent que maintenant, il faut tourner les investissements vers les renouvelables. Donc, quand je dis 20-30 ans, ça veut dire que petit à petit, les nouveaux investissements doivent se faire plutôt sur le gaz, sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique, et espérons trouver des nouvelles technologies, parce que
Aujourd'hui, les technologies ne sont pas encore suffisantes pour résoudre ce problème. Donc il y a beaucoup aussi de recherche pour trouver des nouvelles solutions. Mais elle est encore assez faible au niveau de l'Europe en général. Mais l'Allemagne a développé fortement tout ça. Et l'électricité maintenant en Allemagne est produite à 30%, 40% par l'énergie solaire et éolienne. Pourtant, en Allemagne, il n'y a pas beaucoup de soleil, donc c'est possible. En Espagne, en Portugal, ils ont développé l'énergie solaire et l'électricité est aussi produite à 30-40% par les énergies renouvelables en quelques années. Donc, il y a moyen de le faire. C'est difficile, hein, mais il y a des possibilités.